In the year 1860, I, Baron Frankenstein, was sentenced to death on the guillotine. Alors, bonsoir à tous. André Caron, j'ai enseigné pendant 25 ans au Cégep Garneau. Avec un peu de chance, c'est pas fini. Je devrais continuer bientôt. J'écris aussi pour le magazine Clap Beaubien. Ceux qui vont au Beaubien, des fois, vous allez voir de mes textes là-dedans. Séquence, Médiafilm. D'ailleurs, Séquence, on a un numéro qui sort sur 2001, le dessus de l'espace. J'ai un petit 6-7 pages là-dedans, fait que j'ai bien hâte que le numéro sorte. J'ai fait aussi Concordia, où j'ai étudié la production de films d'abord, mais j'ai aussi fait une maîtrise sur le cinéma de science-fiction. Et ceux qui connaissent la revue Séquence, il y a à peu près, ça fait 20 ans, je pense, en 96, on avait fait un numéro spécial sur l'horreur, justement. Ça fait que si jamais vous voulez retrouver ça, c'est facile à trouver sur Érudit. C'était deux numéros là, consacrés à un dossier sur l'horreur où on parlait beaucoup de tous les films, incluant celui que nous allons voir ce soir. Comme on vous disait, Jean-Marie, qui mon éditeur à l'instant même, a des copies du livre qu'on va avoir ici à l'entrée, à la sortie. Donc, vous pourrez à ce moment-là, je serai là pour faire les signatures, puis aussi, évidemment, discuter après la projection du film. Vous savez, je me trouve vraiment privilégié de sortir un livre sur Frankenstein presque exactement 200 ans après la publication du roman original en 1818. À cette époque-là, on avait imprimé 500 copies. Je trouve que c'est un drôle de hasard, parce que moi aussi, c'est 500 copies. Je ne sais pas si on va en vendre 459 comme la première année là, de Frankenstein, mais en tout cas, on verra bien. Dans mon livre, dans le fond, brièvement, ce que je fais, c'est que je pars d'une thèse sur le personnage de Victor Frankenstein, du fait que quand il crée le monstre, il est tellement déçu, dans le fond, par sa créature, puis il a tellement peur, qu'il se sauve, il s'enfuit. Donc, puisqu'il est comme le parent, le père, à la fois le père et la mère de la créature, il fait comme une dépression postpartum qui va durer quand même 8-9 mois. Il tombe en neurasthénie, très malade. Et la même chose va se reproduire quand il va faire la promise au monstre. Il commence à construire la femelle, puis il décide que non, je ne me rendrai pas jusqu'au bout. Donc, il décide d'avorter. Donc, il fait un avortement à ce moment-là. Alors, je suis parti de cette idée-là, puis là, j'ai essayé de voir dans les films s'il n'y avait pas des films qui traitaient de cette idée-là, de voir Victor comme un être qui souffre d'une dépression postpartum avec un enfant qu'il a rejeté. Et c'est très rare. Disons que sur tous les films que j'ai vus, vous allez voir que c'est pas si facile que ça de trouver quelque chose qui correspond à ça. Il y a des téléfilms aussi, il y a eu beaucoup de téléfilms sur Frankenstein, mais finalement, on se rend compte que c'est pas vraiment ce qui est retenu, parce que d'ailleurs, le trois quarts du temps, c'est le monstre qui est identifié au nom Frankenstein, ce qui cause bien des problèmes, là, parce que le monstre, dans le roman, il n'a pas de nom. Alors, ça, c'est la première chose qu'on remarque quand on se met à travailler là-dessus. Alors, ce soir, pour l'Halloween, on vous présente Revenge of Frankenstein, qui date de 1958, donc ça fait quand même 60 ans que ce film-là est sorti. C'est le deuxième film d'une série de 7, dont 6 ont été réalisés par Terence Fisher, qui est vraiment le réalisateur important du studio Hammer. C'est un film quand même très violent. Vous allez voir, c'est surprenant pour un film de cette époque-là. La violence, pas juste graphique, là, mais la violence vraiment psychologique. C'est terrifiant par moments, vraiment, ce qui se passe dans ce film-là. C'est un vrai film d'horreur, c'est glaçant et c'est vraiment rougeoyant grâce aux couleurs extraordinaires des copies de la Hammer. C'est pas comme la série des 8 films Universal qui était sortie entre 1931 et 1948. Dans cette série de films-là, d'abord, moi je ne considère pas que c'était vraiment des films d'horreur. Universal produisait, il était parti du succès de Dracula de 1931, puis ils ont lancé cette série-là tout de suite après, qui est beaucoup plus adaptée d'ailleurs d'une pièce de théâtre que du roman lui-même. Et évidemment, l'emphase dans ces films-là est vraiment mis sur le monstre. Donc, c'est le monstre qui est la vedette des films. Pour moi, c'est plus des œuvres gothiques, mais pas nécessairement horrifiantes. C'est sûr que c'est difficile de se replacer en 1931 et aller voir comment ces gens-là réagissaient quand ils voyaient ça pour la première fois. C'est sûr que la présentation du monstre lui-même est extraordinaire.
Mais le film, le ton du film est vraiment plus, ça navigue beaucoup plus presque d'ailleurs vers la comédie, ce qui va être le cas de La fiancée de Frankenstein en 1935, qui est l'œuvre la plus extraordinaire de James Whale. Et c'est le style du réalisateur, surtout le style expressionniste qu'on retrouve dans ces films-là, qui faisait la marque des deux premiers. Même le premier film n'a pas beaucoup de rapport avec le roman, le deuxième à peine, mais à partir du troisième film, ça n'a plus absolument rien à voir, même que Victor Frankenstein n'est même plus dans le décor. À ce moment-là, c'est le monstre qui revient de film en film. Le troisième, et Son of Frankenstein, est intéressant juste parce qu'il a été parodié par Mel Brooks dans Young Frankenstein. C'est sûr qu'on se souvient beaucoup de ce film-là à cause de ça. Il s'est inspiré des deux premiers, mais l'armature narrative, là, le récit principal vient de Son of Frankenstein. Les 5 autres, on n'en parle même pas, c'est vraiment des films très mineurs. Surtout le dernier, qui est carrément une comédie franche avec Abbott et Costello, fait que ça vous dit tout de suite là, de quoi on s'enligne. Avec les 7 films de la Hammer maintenant, quand on tombe avec cette série-là, qui s'étend de 1957 à 1974, là, comme vous voyez avec le logo, on est dans les couleurs. On n'est plus en noir et blanc. On est dans des couleurs qui sont vives, en particulier le rouge, évidemment, qui prend beaucoup de place. Remarquez, 7 films sur Frankenstein, c'est peu par rapport aux films de vampires. Parce que la Hammer a produit 16 films de vampires, dont 8 avec Dracula comme personnage principal. Et Christopher Lee, évidemment, aussi comme personnage principal, comme vedette. Christopher Lee qui a commencé d'ailleurs dans le premier film de la série Frankenstein. Terence Fisher, le réalisateur, c'est drôle parce que c'est un bonhomme qui a commencé dans des films de série B, un peu anodin, mais quand il a mis la main sur Frankenstein, je ne sais pas, mais il est vraiment tombé dans son créneau, parce que c'est lui qui va donner la facture de tous ces films-là. D'abord l'époque, ça se situe toujours dans l'époque victorienne, au 19e siècle, c'est qu'il a instauré ce style-là, avec un certain type de décor, une certaine approche aussi qui est très différente des autres films qui précédaient sur Frankenstein. Donc, il va établir le style des deux séries, parce que c'est lui aussi qui réalise le Dracula avec Christopher Lee en 1958, donc la même année que Revenge of Frankenstein. C'est un petit studio britannique, la Hammer. Ils ont commencé dans les années 30, mais dans le fond, ce qu'ils faisaient, c'est que souvent, ils adaptaient des pièces radiophoniques à l'époque pour l'écran. Ensuite, ils se sont mis à adapter des séries télé. Et le gros changement pour eux, c'est en 1955, quand est arrivée une série qui s'appelait Quatermass Experiment. Et là, ils ont sorti un film là-dessus en 1955 qui s'appelle The Quatermass Experiment avec un X. Parce qu'à cette époque-là, les films britanniques classés X, c'était pas comme aux États-Unis, ça voulait juste dire qu'ils étaient plus violents, puis ils s'adressaient plus aux adultes que les autres. Fait que eux autres, ils ont tablé sur cette image-là pour attirer un public. Alors, en faisant un film qui s'appelle The Curse of Frankenstein, vous comprenez bien que ça attire le public tout de suite avec un X dessus en plus. Alors, comme Quatermass a très bien marché, ils ont investi beaucoup d'argent, c'était leur premier gros budget, Curse of Frankenstein, en 1957. Alors, ils se tournent vers la SF, ils se tournent vers l'horreur, et cette première production ambitieuse s'appelle en français « Frankenstein s'est échappé ». Alors, vous comprenez bien que je me suis amusé avec le titre de mon livre, parce que c'est une variation là-dessus. Frankenstein, lui, a échappé, dans le cas de mon livre. Et c'est particulièrement amusant parce qu'il ne s'échappe pas dans ce film-là. Il s'échappe dans le film que vous allez voir ce soir, dans Revenge. Alors, c'est assez amusant qu'il appelle ça. Je pense que la raison, c'est qu'en France, il y a un film qui venait de sortir de Robert Bresson qui s'appelait « Un condamné à mort s'est échappé ». C'est vrai. Donc, c'est probablement pour ça qu'ils ont décidé de donner ce titre-là français. De toute façon, les Français ont toutes sortes de raisons bizarres de donner des titres français, ou même anglais, n'est-ce pas? Maintenant, presque tous les films américains portent un autre titre en anglais, en France. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, contrairement à Universal, le personnage principal dans les films de la Hammer, c'est vraiment Victor Frankenstein. Et d'ailleurs, comme dans le roman, le véritable monstre de Frankenstein, c'est le docteur lui-même. C'est lui qui est un danger public, plus que sa créature. Il est interprété dans les 7 films par le grand Peter Cushing. Qui a déjà vu Peter Cushing au cinéma? Toi, réponds pas. Réponds pas. Vous l'avez vu dans quoi?
Ben, il y a ça, j'ai vu ça à la TV moi, quand j'étais ado. Donc, ces films-là de la Hammer, vous les avez vus, vous aussi? Ben, Oui. Oui. Des films de Frankenstein, il y a des films de Dracula aussi. OK. Y en a-t-il d'autres qui ont des souvenirs plus récents de Peter Cushing? Dans Star Wars? Bon, c'est ça, il était dans Star Wars en 77, il faisait le gouverneur Grand Moff Tarkin. Oui, oui. OK? Puis d'ailleurs, il y a une petite anecdote amusante là-dedans, c'est que quand il faisait ses scènes, il avait mal aux pieds, puis Lucas lui avait fait mettre des pantoufles au lieu de porter ses grandes bottes quand il n'était pas en plan large. Fait qu'il se promenait partout, puis il disait des choses méchantes en pantoufles, c'était assez amusant. Mais c'était un grand gentleman, d'ailleurs. Ils l'ont ressuscité. Ben oui, exactement, dans Rogue. Alors, ceux qui ont vu Rogue film. récemment, ils ont fait une numérisation de son visage. C'est assez convaincant, mais c'est pas encore rendu là. Ils ne sont pas encore rendus là pour ce genre de choses-là. Peter Cushing, en 1957, quand il fait ce film-là, il a 43 ans. Quand il va faire le dernier, Frankenstein and the Monster from Hell, il a 60 ans. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Victor Frankenstein, dans le roman, quand il crée le monstre, il a 20 ans. Quand il meurt, il a 27 ans. Fait que là, tout de suite, on a un personnage beaucoup plus mature, une approche différente du personnage, puis notre perception de Victor Frankenstein est différente à cause de cette maturité-là. Ça change un peu les choses affreuses qu'il peut faire, puis c'est peut-être pour ça qu'on peut aller plus loin dans la perfidie du personnage, de ce qu'on peut lui faire dire, puis lui faire faire surtout. Donc, Revenge est vraiment directement la suite de Curse of Frankenstein. Ça commence vraiment avec les derniers plans de Curse, où il est amené à la guillotine, comme vous allez voir. Mais ça n'a plus rien à voir avec le roman. On est vraiment ailleurs. Terence Fisher, Jimmy Sangster et Peter Cushing vont vraiment pousser la perfidie du personnage beaucoup plus loin que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, même dans le film précédent. Remarquez bien d'ailleurs, dès le début, quand on va le voir pour la première fois, après la scène d'ouverture, il ressemble à Dracula. Il y a une cape, vous allez voir sa prestance, comment il est présenté. Tout de suite là, c'est très, très, très différent de ce qu'on pourrait s'attendre. Ce qui est fascinant aussi avec ça, c'est comme on situe ça dans l'époque victorienne, entre 1860, 1863, 1870 pour les autres films, à ce moment-là, ça permet de tenir compte des progrès du 19e siècle. Qu'est-ce qui se passait au 19e siècle en termes de médecine par rapport à ce qui se passait dans le roman au 18e siècle, et aussi de tenir compte des projets qui se déroulent au 20e siècle. Alors, entre autres, il y a beaucoup plus de transplantations. Premièrement, on connaît les groupes sanguins. On a commencé à faire des transfusions. On sait aussi qu'est-ce que ça implique au niveau du rejet pour les transplantations de certains organes. Et quand on va arriver autour de 1968-69, ça va être les premières transplantations du cœur, et qui vont même être télévisées. La première transplantation du cœur a été vue par 1 milliard de spectateurs à travers le monde, presque autant que l'alunissage en 69. Ça vous donne une idée là, les spectateurs commençaient à être prêts à voir ce genre et à entendre parler de ce genre de choses-là. Alors, ils tiennent compte de ça, chose que Marie Shelley, évidemment, en écrivant, ne pouvait pas tenir compte de rien de ça. Le passage sur la création du monstre, c'est très, très bref. Parce que c'est pas son intérêt, c'est pas de ça qu'elle parle dans le livre. Alors, on lui a prêté un tas d'intentions médicales, de science-fiction, de choses comme ça, mais pour elle, c'était pas ça, c'était le dilemme de créer quelque chose qu'on rejette. C'était ça le propos plus pour Marie Shelley. Alors, c'est un film qui laisse sa marque, même 60 ans plus tard. Vous allez voir, il y a une expérience dans le film où il prend un bras comme ça, et il y a une paire d'yeux avec une espèce de bric-à-brac électrique qui sert de cerveau. Il prend une flamme, il la met devant les yeux, puis après ça, il la met sur le bras, puis les yeux réagissent comme si le bras allait être brûlé. Okay? Cette expérience-là va être reprise dans d'autres films après. Ça va revenir assez fréquemment. D'ailleurs, la première fois, c'est dans Frankenstein, The True Story. Peut-être certains l'ont vu, ce téléfilm-là, en 1973. Ça s'appelait Frankenstein, la véritable histoire. Ceux qui avaient déjà écouté l'homme from Uncle, The Man from Uncle, c'est David McCallum. Et voyez encore, il y a une expérience avec un bras là-dedans. Et plus récemment encore, dans le film de 1994 de Kenneth Branagh, Mary Shelley's Frankenstein, que plusieurs ont probablement vu, il y a aussi une expérience qui ressemble à ça. Vous voyez le bras à côté, avec les électrodes dessus, il fait des expériences avec un bras. Et même encore plus récemment,
Si on s'en va dans le récent film qui s'appelle Victor Frankenstein en 2015 avec James McAvoy et Daniel Radcliffe qui fait le bossu là-dedans, là. Mais il n'est pas bossu bien longtemps, là. Il extirpe tout ce qu'il y a dans sa bosse, il redresse le dos puis il redevient Harry Potter, c'est pas long là, dans le film. Là. Fait que vous voyez encore, donc, l'expérience avec les yeux, on voit le bras un peu en arrière. Là, fait que, donc, je trouve ça extraordinaire parce que ça nous confirme que l'adage qui dit qu'une bonne idée est bonne à reprendre ou même à voler, et on voit que ça se reproduit de film en film. Donc, cette projection, c'est une bonne façon de célébrer le 200e anniversaire de l'apparition du roman en 1818 de Marie Shelley, très jeune auteure. Elle est née le 30 août 1797. Si vous faites le calcul, quand elle a commencé à écrire le roman, elle avait 18 ans, puis le roman est sorti quand elle avait 20 ans. C'est assez extraordinaire. Moi, comme toi, Pierre, on enseigne à des adolescentes au cégep, puis je les regarde, puis je me dis, laquelle là-dedans pourrait écrire Frankenstein? C'est extraordinaire de penser à ça. Et d'ailleurs, 30 août 1797, ça vous dit-tu quelque chose comme date, ça? Ça vous rappelle-tu quelque chose? 30 août 1797. Non? OK. Mais ça, c'est sa date de naissance. Mais si je vous donne le 29 août 1997, 29 août. Il y en a-tu qui sont... ben c'est ça, on est presque au 100e anniversaire, mais il y en a-tu qui ont vu Terminator 2? La date de l'Apocalypse, c'est le 29 août 1997. Fait que M. Cameron s'est arrangé pour que Skynet commence à devenir vivant juste avant la naissance le 200e anniversaire de la naissance de Marie Shelley. Quand même, il fallait le faire. Et juste avant que je vous quitte, petite anecdote, l'année passée, ils ont ressorti T2 en 3D. Oui. J'étais allé le voir, puis je me suis rendu compte que j'étais allé le voir le 30 août 2017. Donc, c'est vraiment hallucinant. C'est comme le hasard, des fois, fait bien les choses. Fait, je vous laisse en bonne compagnie. Alors, bonne fête, Frankenstein. Un petit gâteau. C'est un gâteau Frankenstein. Fait, je vous laisse avec ça. Bon film, puis on se revoit après la projection. Merci. Nobody. He isn't born yet. Mettons qu'il le ferait comme dans le film. Le problème, c'est que le cerveau s'adapte au corps dans lequel il est. Il grandit, puis il est connecté à tous les sens de ce corps-là. Okay. Fait que si vous enlevez le cerveau de ce corps-là, vous le mettez dans un autre corps, il ne peut pas reconnaître l'autre corps. Il n'a jamais grandi avec ce corps-là. Fait que le fait que le corps reprendrait les infirmités de l'autre, c'est une absurdité totale. Quand on y pense 2 minutes, là, c'est pas possible qu'il se mette à lui pousser une bosse dans le dos juste parce que le cerveau est habitué à l'autre corps. Ben, c'est une drôle de théorie, ça vient de vieilles théories basées sur l'étude des crânes, entre autres, puis ce qu'on appelait la phrénologie. Puis d'autres, ça continue encore même aujourd'hui. Il y en a qui font l'étude du visage, des traits, puis des bosses sur la tête, puis qui disent que ça détermine la personnalité. C'est tout faux, mais ça continue encore on voit que dans des films comme ça, ils reprennent ce genre de légendes urbaines, puis ils en font des films. Ça fait des belles histoires. Ça fait, oui, mais ça vous montre aussi comment le docteur... C'est lui le monstre. Non seulement c'est lui le monstre métaphoriquement, mais c'est lui le monstre littéralement. Et il devient lui-même le monstre à la fin. C'est extraordinaire. C'est ça. Puis ils vont plus loin encore dans les autres films. En particulier, le pire, c'est pas celui qui suit, mais 3 films plus tard, Frankenstein Must Be Destroyed en 69. Là, c'est vraiment hallucinant. Il prend le cerveau d'un de ses collègues, puis il le met dans un autre corps. Puis le gars ne sait pas, fait que quand il se réveille, il se rend compte qu'il est dans un autre corps. Puis là, il tend un piège à Frankenstein pour se venger. Il l'amène dans sa maison, il met le feu partout. Puis il réussit à pratiquement tuer Frankenstein, mais Frankenstein réussit à sortir dehors. Sauf que là, il y a un assistant qui lui-même a essayé de se sauver, il a été blessé. Mais il ne veut pas que Frankenstein se sauve, fait qu'il le pogne, commence à se battre avec, à se tirailler. Le monstre ressort de la maison en feu.
prend Frankenstein puis il le ramène dans la maison pour mourir. C'est extraordinaire. C'est vraiment le meilleur film de la série. C'est vraiment terrible. C'est vraiment Frankenstein must be destroyed. Il est vraiment détruit à la fin. C'est marqué s'il y avait le même tatou dans les autres films. Non, je pense qu'ils ont oublié ce fait-là dans les films. D'ailleurs, celui qui suit après l'empreinte de Frankenstein, c'est pas Terence Fisher qui l'a fait. C'est Freddie Francis, qui est un grand directeur photo. Là, il a fait entre autres L'Homme éléphant comme direction photo. C'est quand même un grand. Et Freddie Francis, il avait un style à lui, puis à cette époque-là, Universal leur a permis d'utiliser les maquillages qu'il y avait dans les films de Universal. Quand ils ont fait ces deux films-là, ils n'avaient pas le droit. Fait que ça explique pourquoi ils vont vraiment dans une autre direction, là, entre autres. Fait que dans l'empreinte, ils ont décidé de reprendre le maquillage un peu à la Boris Karloff, sauf qu'ils ont manqué un peu le coup. Ça fait une tête en papier mâché, ça fait bien, c'est vraiment pas très très bon. Mais le film suivant, par contre, là, on retombe avec Terence Fisher, avec Frankenstein Created Woman, qui évidemment venait de Dieu créa la femme, le film de Fadil, donc il est inspiré de ça et il fait La Promise. Fait que, mais c'est vraiment tordu aussi parce qu'ils mettent le cerveau d'un homme dans cette femme-là. Puis là, quand son cerveau, en fait, c'est comme un esprit, il y a deux esprits. Là, d'un coup, il arrive avec la notion d'esprit. Ils n'ont jamais fait ça avant. Fait que là, il y a l'esprit de la femme, puis il y a l'esprit du gars. Puis là, l'esprit de la femme se rend compte de ce qui s'est passé, puis elle veut se venger. Fait que là, c'est un homme qui utilise le cerveau de la femme et son corps, évidemment, c'est un modèle, pour se venger. Fait que c'est vraiment tordu comme approche. C'était ça la force, en fait, des films de Hammer, comme vous avez pu voir. C'est le décor, les fameuses colonnes torsadées qu'on retrouve souvent, même dans les Dracula. On les voit là, dans le laboratoire, ils descendent, puis il y a ces fameuses colonnes-là. Fait que c'est ça qui est fascinant à regarder maintenant, avec le recul, l'espèce d'invention que Fisher pouvait avoir avec les scénaristes, puis toute son équipe pour aller plus loin encore dans l'horreur du personnage. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. La musique était bien importante. Oui. La musique, comme dans les Dracula, là, ça punch. Quand entre autres, il apparaît dans la maison, là, la musique part bam, 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 puis, ça marque bien. C'est assez stressant. C'est plus efficace, je trouve, dans les Dracula, par exemple, que dans ceux-là. Des fois, ils abusent un peu, justement, des punchs musicaux. Là. Mais quand même, moi, je trouve ça incroyable de le voir. Là. On le voit 60 ans plus tard. Puis encore, c'est encore efficace, le propos est encore fort. Puis Peter Cushing, il est extraordinaire, il est vraiment extraordinaire. Surtout que quand on le rencontre en personne, c'était quelqu'un qui était, c'est un gentleman, c'est un homme très très gentil, affable. Oui, bonjour monsieur, bonjour. C'est quand on reste 180 degrés du personnage, ça montre quelle création il a réussi à faire avec ce personnage. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Les livres sont là, je pense, que si jamais ça vous intéresse. Merci bien. Merci. Ouais, c'est bon. Je suis content.